Bien, bonsoir tout le monde. Je vais procéder à l'appel, ensuite on vérifiera le quorum, je vais énoncer les pouvoirs. Vous imaginez ce soir des pouvoirs, j'en ai reçu quelques-uns. Et c'est pas le football parce que c'est pas commencé. Alors, Eric Guerre présent, Blandine Classens, Thibault Lorrain, Aline Wadek, Chikdem Aktas, donne pouvoir à Damien Gaspaillard, Romain Roland, présent, Martine Hubert, Présent. Stéphane Favret, qui donne pouvoir à Nadia Laporte, Monique Lucas, Présent. Thierry Stivater, Présent. Nicole Chambon, René Mazéo, Présent. Monique Harley, Présent. Vincent Hurien, Il arrive. il arrive, ok. Marie Jaubreuil, Présent. Yannick Lecam, François Porzer, qui donne pouvoir à Monique Lucas, pardon. Nadia Laporte, Présent. Marilyn Prévost, Présent. Benoît Montagnier, Présent. Juliana Sangeroteo, qui donne pouvoir à Nadia Druyanek, Stéphane Lair, on va dire qu'il va arriver, Alexis Brulin, qui donne pouvoir à Marilyn Prévost, Nicolas Nguyen, Présent. Rachid Dida, Présent. Morgane Cresméas, Présent. Mohamed Ignassine, qui donne pouvoir à Rachid Dida, Ludovic Couillette, présent, Nadia Druyanek, qui a intérêt d'être présente vu tous les pouvoirs qu'elle a récupérés, Ludovic Lemonique, Yédiz Aslan, Chloé Génin, qui donne pouvoir à Damien Gaspaillard, Raphaël Leméoté, Présent. Bernard Kroknek, Présent. et il m'en manque. Je n'ai pas la liste complète. Odo. Oui, Odo, ça s'arrête là. Donc je suis désolé, je vais pouvoir faire vous appeler, mais Madame Stenzel le cardinal. Présente et j'ai procuration pour Richard Rouxel. Oui, c'est bon. Madame Marina André, Oui, présente et j'ai la procuration pour Valérie Ross. Monsieur Corentin Colbou. Présent, et j'ai la procuration d'Aurélie. Ok. Qui j'ai oublié, puisque je n'ai pas la liste de tout le monde, normalement. J'ai le bonheur de vous annoncer que je suis là, monsieur le maire. Ah, bah, tu vois, je n'étais pas dans la liste, Didier. Je n'ai pas été appelé. C'est presque un actement gay, le sujet. Mais je peux m'en aller. Bah, tu ne donnes pas le pouvoir, en tout cas. Et Stéphane arrive. Je tiens à préciser que je suis là également. Alors, qui vient de parler? Gaël. Moi, voilà, je suis là. Voilà. Très bien. Qui je n'ai pas appelé? Damien, qui a reçu des Je n'étais pas là, donc peut-être que tu m'as déjà appelé. Je n'ai pas entendu. Vincent, oui, on a appelé. J'étais appelé. Bon, ouais, c'est une liste. En fait, je ne sais pas d'où elle sort cette liste. Allez, on a le quorum. Donc les pouvoirs, je vous les ai donnés. Chloé Genin donne pouvoir à Damien Gaspaillard, Chikdem Aktas à Yannick Lecam. Yannick, je t'ai appelé. Oui, mais t'as pas dit ça tout à l'heure. Oui, c'est Valérie Rose donne pouvoir à Marina André. Richard Rouxel donne pouvoir à Madame Stenzel le cardinal. Mohamed Ignassine à Rachid Dida. Juliana Sangeroteo donne pouvoir à Nadia Druyanek. Stéphane Favret donne pouvoir à Nadia Laporte. François Porzer donne pouvoir à Monique Lucas. Madame Aurélie Moy donne pouvoir à Corentin Colbou. Alexis Brulin donne pouvoir à Marilyn Prévost. Et tant que Blandine est là, c'est bon. Parce que si tu t'en vas un petit peu avant, tu me donneras un pouvoir. Bien. Alors, pour le ou la secrétaire de séance, je vous propose de choisir Ludovic Couillette. Est-ce que Ludovic, tu veux bien? Oui, merci, monsieur le maire. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, très bien. Nous aurons deux amendements sur l'ordre du jour. La délibération numéro 2, budget principal de la ville, compte administratif, exercice 2020. Il y a un amendement qui a été déposé. Et nous avons un retrait. Le retrait de la délibération numéro 13, ça devient un long fleuve cette histoire, c'est la VAP. La création de la commission locale du site patrimonial remarquable, où il y a encore des changements dans la Constitution. Je rappelle
que je ne prendrai pas part au vote pour la délibération 2, 3, 4 et 5, et c'est donc Blandine Classens en tant que première adjointe qui exercera ce vote, enfin, qui cadrera ce vote. Et c'est tout, nous allons pouvoir démarrer. Bien, normalement nous commençons par le compte de gestion du trésorier principal. Il n'est pas présent. Non. Donc c'est toi qui lui as fait la présentation, Didier? C'était prévu comme ça. D'accord. Bah, souvent ils viennent, et ça permet aussi de pouvoir avoir un échange. Je t'en prie, Didier. Donc, bonjour à tous. C'est du bien de se revoir. Du coup, je vais rentrer dans mon tunnel, comme dit Monsieur le maire, de plusieurs délibérations qui vont se suivre et qui concernent bien sûr les comptes de notre ville. Alors, la première délibération relève des comptes de gestion du trésorier principal. Il faut bien comprendre que notre gestion municipale est en permanence regardée, analysée, validée par le trésorier principal, c'est-à-dire au fond par le représentant de l'État. Nous ne sommes pas du tout en freelance, c'est pas du tout ça. Il y a toujours ce regard, cette analyse, et au moment du compte administratif, il est important que les comptes de gestion du trésorier principal soient présentés de telle sorte que nous n'ayons aucune ambiguïté sur la correspondance entre nos propres chiffres et ces chiffres à lui. Eh bien, je suis heureux de vous dire qu'il n'y a aucune différence et que donc les comptes du trésorier principal sont totalement conformes avec notre compte administratif. Il n'en reste pas moins qu'il faut voter cette délibération qui est pourtant liée à l'analyse du trésorier principal lui-même. Ça, c'est la première délibération. Et bien, on va voter. Donc, par rapport au compte de M. Vollet, déclare que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2020 pour le budget principal et les budgets annexes n'appellent ni observation ni réserve de sa part, adopte les 10 comptes de gestion dont les écritures sont identiques à celles des comptes administratifs pour l'année 2020. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté. Bien, maintenant nous rentrons réellement dans le tunnel. Je voulais simplement préciser, faire une légère introduction pour remercier particulièrement les services. C'est une tradition, sans doute, mais pour nous qui sommes une nouvelle équipe qui vient qui prend possession, on va dire, de ces sujets-là, travailler avec les services, c'est un apprentissage qui va dans les deux sens. Travailler avec les services sur un compte administratif qui est exécuté par une ancienne équipe et une nouvelle équipe, ça révèle vraiment d'une difficulté, d'une capacité d'adaptation, d'une capacité de compréhension, d'une confiance réciproque. Ça implique que nous ayons confiance en eux et vice-versa. Cette année, elle a été particulièrement difficile dans la période du Covid. La structuration des comptes a été une vraie difficulté dans leur exercice et les services se sont parfaitement adaptés à l'exercice et je tiens absolument à les en remercier. Quand on démarre une année comme celle-ci, on a absolument besoin de pouvoir s'appuyer sur vous. Je tenais à pouvoir le dire et je souhaite que ça puisse être transmis. Merci. Didier, c'est pour toi. Bien, donc notre deuxième délibération a comme sujet le compte administratif de l'exercice 2020. Un compte administratif, c'est un moment important dans la mesure où il permet de voir ce qui a été fait au cours de l'année précédente. C'est au fond une photo, on va dire comptable budgétaire, de l'année N-1. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce compte administratif. Il y a même deux points extraordinaires. Le premier, c'est que, en fait, nous allons aujourd'hui voter un compte administratif qui n'est que pour sa moitié de notre fait, en tant que majorité municipale. La première moitié relevait de l'ancienne majorité. C'est le premier caractère
d'exceptionnalité de ce compte administratif. Le second, alors que le premier se renouvelle tous les 6 ans, le second n'était pas prévu. C'est évidemment le désastre de la pandémie, année 1. Et cette année 1 de la pandémie, elle a évidemment de lourdes conséquences sur les comptes tels que nous allons les voir. Un compte administratif, c'est aussi un très bon outil. L'année prochaine, le compte administratif de l'année 2021 nous permettra de voir ce que nous avons été capables de faire, ce que nous n'avons pas pu faire sur notre premier budget primitif. Je parle évidemment de la majorité qui l'a voté. Cet outil-là nous permettra et permet de rétablir la bonne route, de nous interroger valablement sur telle ou telle action engagée ou non engagée. C'est important de l'avoir en tête, car en fait, tout budget primitif devrait être complètement couplé avec le compte administratif pour bien comprendre ce qui s'est passé. Alors notre travail, celui que vous avez reçu parmi votre liasse de documents, est organisé de manière classique, avec une synthèse, une présentation en mouvement budgétaire. Et cette présentation en mouvement budgétaire, elle est importante, mais elle est à voir sur 2 angles, avec 2 focus. Un premier focus qui consiste à voir ce que le CA 2020 dit de ce que le BP 2020 avait envisagé. Et le deuxième focus, c'est un focus de CA à CA, de compte administratif 2020 à compte administratif 2019. Je vous le dis parce que c'est la première année, au fond, que nous votons un CA. Je vous redirai peut-être pas ça tous les ans, hein, mais voilà, sur cette année-là, il est important d'avoir ça en tête. Autre point à dire, c'est qu'il y a aussi, à l'intérieur des documents que vous avez, une présentation en mouvement réel. Alors, c'est assez étonnant, hein, cette formule, présentation en mouvement réel. Ça voudrait dire que le reste des mouvements est irréel. Non, je vous assure, il n'y a rien d'irréel dans tout ça. Simplement, la présentation en mouvement réel admet un retraitement des chiffres, je dirais, dans leur réalité. Et c'est en particulier vrai pour les investissements, dans la mesure où, dans la première partie, on intègre les investissements liés aux régies, dans la deuxième partie, on identifie ce travail des régies. Et puis enfin, une analyse rétrospective, et cette analyse rétrospective permet de situer, au fond, le budget 2020 par rapport aux années antérieures, avec 2 outils essentiels, qu'on a déjà évoqué au moment du BP. Un premier outil qui s'appelle la chaîne de l'épargne, et je vais vous en reparler très vite, et puis l'analyse de la dette. Je vais vous en reparler aussi. Voilà, quelques mots de présentation, en quelque sorte, pour voir l'importance de ce qu'est un CA, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette analyse, compte tenu de l'actualité de cette soirée. La première... donc, la première diapositive nous rappelle les fondamentaux des équilibres charges-produits et dépenses-recettes, avec un focus sur ce qui est en vert fluo, c'est-à-dire l'épargne brute. La bonne santé d'un budget de collectivité, on la voit par l'importance de cette épargne brute. Car cette épargne brute, elle permet ensuite d'aller en recette de l'investissement. Donc en quelque sorte, plus cette épargne brute est significative et plus les investissements sont possibles. Regardez bien ce petit diagramme, parce que celui-là, par contre, on le reverra tout le temps, à mesure où il est évidemment central dans l'explication budgétaire. Et puis tout à fait en bas, il y a un petit encadré rouge avec épargne nette. Épargne nette, c'est juste ce que l'on gagne à la fin lorsque tout est dit. Et cette épargne nette, je vous en ai déjà parlé au moment du budget prévisionnel, primitif comme on veut,
c'était un élément d'inquiétude, ça reste toujours un élément d'inquiétude. On va voir que la respiration, en tout cas la mienne, est un peu mieux assurée aujourd'hui. On va continuer. Alors, quand on voit la grande masse budgétaire hors report, vous voyez, cette formule hors report est aussi très importante. Alors, on va voir combien ces reports pèsent ou peuvent ne plus peser ou moins peser sur notre exercice budgétaire. Alors, dépenses, recettes, et nous avons la satisfaction de voir que nos recettes sont supérieures aux dépenses, et je dirais heureusement. La différence, c'est l'épargne brute. L'excédent 2020, c'est 4 400 000. OK. Et nous devons intégrer les excédents cumulés des années précédentes, donc 11 millions 4. En investissement, on a plus de recettes que de dépenses. OK, heureux. Mais on a un déficit cumulé sur les années antérieures de 6,7, moins 6,7. Donc, vous voyez, il faut aussi intégrer ce fait que l'annualité budgétaire n'est pas totalement légitime dans la lecture d'un budget municipal, dans la mesure où, notamment pour l'investissement, on est forcément sur plusieurs années pour un certain nombre de projets structurés. On continue. Donc, je vous parlais de retraitement. Voilà ce que cela donne après retraitement. Notre épargne brute passe de 4 non retraités à 6 millions retraités. On passe. Le taux de réalisation. Ce taux de réalisation est évidemment essentiel. Sur les dépenses de fonctionnement, eh bien, vous constatez que nous avons un taux de réalisation qui est proche quand même des 100%, on n'est pas très très loin, entre 93 et 96,4% sur les 4 années concernées, 94 cette année 2020. Bon, voilà, hein, les dépenses de fonctionnement sont réalisées telles qu'on les a prévues. Et les recettes sont un peu supérieures, et c'est très bien, même si en tendance, on constate aussi que ces recettes réelles sont plutôt à la baisse. Bon, pour l'instant, tout va bien. On continue. Quand on voit les dépenses réelles de fonctionnement et le taux de réalisation par grand chapitre, sur le 011, dite charge à caractère général, on est à 84% de réalisation. C'est une réalité presque, je veux dire, qui se répète structurellement. On est sur un taux un peu moins fort de réalisation. Par contre, sur les charges de personnel, vous constatez que le taux de réalisation est, lui, particulièrement bon, à 97%. On frise l'excellence. Et évidemment, ça compte beaucoup dans notre budget, dans la mesure où les charges de personnel, eh bien, ça représente quand même, en total voté, plus de 42 millions d'euros. Et puis, vous avez un autre chapitre qui est particulièrement bien réalisé, c'est le chapitre 65 sur les autres charges dites de gestion courante. C'est là que nous retrouvons les subventions que nous versons aux différentes associations, les participations et autres. Là aussi, un taux de réalisation particulièrement bon. Ce tableau est important parce qu'il dit quoi? Il dit que nous avons un budget très serré, globalement, chapitre par chapitre, un peu de choses près, et notamment sur les plus gros postes financiers. Je suis obligé de faire une incise dans ton propos, excuse-moi, mais comme ce conseil municipal est diffusé sur Internet, nous ne pouvons pas le diffuser en ce moment, parce que vous êtes tous, beaucoup sont connectés sur le Wi-Fi. Et oui, et que cette connexion sur le Wi-Fi sature et empêche cette diffusion. Donc je souhaite que vous vous déconnectiez du Wi-Fi, de façon à laisser la connexion pouvoir se faire et que nous puissions continuer la diffusion. Je vous remercie. Je t'en prie, Didier. Bien. Voilà donc la première analyse que l'on peut faire sur les dépenses réelles de fonctionnement sur l'exercice 2020. Passons. S'il vous plaît. Alors, c'est la même chose en diagramme, après retraitement, et vous avez juste en bas, à gauche, une petite étoile qui montre que de CA à CA, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, on a une petite baisse sur les dépenses de fonctionnement, mais après retraitement. Continuons.
Alors, lorsqu'on rentre un petit peu plus dans le détail, sur l'évolution maintenant des dépenses, après retraitement de CA à CA, on voit qu'on a une diminution de presque 760 000 euros. Les charges à caractère général ont diminué, les charges de personnel ont un peu diminué, mais ce un peu diminué, compte tenu de l'importance du budget, ça fait quand même 415 000 euros. Les subventions et participations, elles, ont un peu augmenté, et les charges exceptionnelles ont, elles, beaucoup augmenté. C'est dans ces charges exceptionnelles qu'on retrouve la subvention au budget des parkings dont nous reparlerons bientôt, si vous voulez. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions dans une année exceptionnelle, mais je n'ai pas besoin de vous faire un grand laïus là-dessus. Voilà ce que ça veut dire en termes budgétaires. Ça veut dire 1 800 000 de dépenses en plus, et ça veut dire une perte en recettes d'1 million d'euros. On continue. Les recettes réelles de fonctionnement maintenant. Ces recettes réelles sont globalement un peu supérieures à ce qui avait été estimé. Tant mieux, c'est toujours le cas. On est toujours extrêmement prudent sur les recettes. Très bien. On est toujours extrêmement prudent sur les recettes. Il y a une recette qui, néanmoins, est évidemment très importante pour nous, c'est celle qui concerne les impôts et taxes. Et nous constatons qu'il y a une petite augmentation. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça en 2020. Nous verrons en 2021 si les choses se confirment, on le pense. C'est le clair de nos recettes. Hein, les impôts et taxes, c'est le clair de nos recettes. Donc, si elles étaient amenées à diminuer ou à stagner, ce serait évidemment dramatique par rapport à tout ce qu'on a déjà dit sur la faiblesse structurelle des recettes d'élèves. En l'occurrence, c'est plutôt bien orienté, tant mieux. C'était en 2020, nous verrons en 2021, c'est clair. Continuons. Alors, ces recettes réelles de fonctionnement, on les retrouve après retraitement et en diagramme. Et vous voyez qu'elles diminuent un peu, elles aussi, de CA à CA, mais moins que les dépenses. Moins 1,2 sur les dépenses, moins 0,8 sur les recettes. Ce qui veut dire qu'on a un tout petit peu d'air, et vous comprendrez donc pourquoi notre épargne nette est un peu meilleure cette année. Continuons. Alors, l'évolution des recettes réelles, produit des services négatif, la fiscalité directe un peu positive, l'attribution de compensation elle va, on le sait, un négatif, mais les dotations et participations un peu supérieures. Du coup, on perd des recettes au final, mais moins qu'on a eu de dépenses. Continuons. Alors, ce diagramme est important car il montre l'évolution de la population communale. Entre 2015 et 2020, la ville a perdu un peu moins de 2000 habitants, 1918 habitants. C'est en soi une mauvaise nouvelle, mais on la connaissait, mais elle pèse évidemment très lourdement sur notre dotation forfaitaire. C'est un élément clé de la dotation forfaitaire. On le sait, on le dit, et on l'a répété. À remarquer dans ce petit tableau l'augmentation des résidences secondaires sur la ville, dans des proportions qu'on n'imaginait pas forcément entre 2015 et 2000. On continue. Concernant les dotations de l'État, eh bien, ces dotations de l'État, dotations forfaitaires, sont en partie dépendantes de ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire de l'évolution de la population, et elle a tendance à diminuer, ce que vous voyez dans la partie haute. Je voudrais vous faire remarquer que le pic, un peu plus bas, lui aussi tend à diminuer, puisqu'on est à 679 000 € en 2020, du fait de décisions qui sont lourdes de conséquences sur la stabilisation, un plafond de 2 milliards d'euros pour la France. Je me tourne vers Vincent, parce que je ne me rappelle plus exactement, alors que ce plafond était supérieur auparavant. À remarquer l'importance de la DSU. Cette dotation de solidarité urbaine, elle est très clairement orientée à la hausse. On s'en félicite financièrement,
on en est peiné sur le fond, car cela veut dire aussi que notre ville n'est pas des mieux placées quant à la richesse de ses habitants, quant à la difficulté sociale de ses habitants. Très honnêtement, politiquement, on aimerait que cela baisse. Pas financièrement, je n'avais rien entendu, hein, mais politiquement, globalement. C'est à noter. On va continuer. Alors là, vous avez peut-être des tableaux un peu détaillés sur lesquels on peut peut-être passer très rapidement. On remarque néanmoins que sur les compensations fiscales de la taxe d'habitation, il y a une augmentation liée à la diminution de cette, à l'augmentation de la prise en charge par l'État de la taxe d'habitation. L'année prochaine, ça devrait encore augmenter, c'est pratiquement terminé. Donc, on en est là. Sur les produits fiscaux, vous voyez qu'ils sont en augmentation, et je dis tant mieux, car ça veut dire que quelque part, la ville réussit à avoir un peu de recettes dans ce domaine. Continuons. Alors là, ce tableau est peut-être un tantinet trop précis, mais au global, il est évidemment très important puisqu'il en fait, correspond aux dotations de l'agglomération vers la ville. Attribution de compensation versée par Saint-Brieuc en agglomération. Elle est en baisse cette année. Le nouveau cadre budgétaire et les nouveaux accords entre l'agglomération et la ville feront peut-être évoluer ce cadre dans l'année à venir. Nous le verrons. Continuons. La section d'investissement en mouvement réel, on passe du fonctionnement et des recettes de fonctionnement. Maintenant, nous passons à la section d'investissement. On voit l'importance des emprunts dans les recettes. Emprunts, alors, ils sont un tout petit peu, comment dirais-je, il faut faire attention à ces emprunts dans la mesure où ils comptent une partie des emprunts qui auraient dû être faits l'année 2019 et qui ont été en fait faits en tout début d'année 2020 pour des raisons de fonctionnement. Et ils intègrent les emprunts qui ont été faits en 2020. Donc il y a une addition en fait de deux masses d'emprunts sur une même année. Donc c'est un peu trompeur. Continuons. Alors là je vous dis que nous avons été un tout petit peu, je veux dire, coquin entre guillemets, semi-coquin. Pourquoi? Parce que nous avons défini les dépenses de toute l'année 2020, alors que je vous ai dit qu'elle était en fait 50-50, ancienne majorité, nouvelle majorité, sur la base de nos pôles. Voilà. Donc, c'est aussi une manière de se mettre en situation pour les années à venir, de pouvoir comparer aussi les choses l'année prochaine. Donc, ce n'est pas une très grosse coquinerie, mais petite. Avec un taux de réalisation qui est intéressant à regarder, puisque quand on le regarde entre le programme d'entretien et les projets structurants, on voit qu'on a un taux de réalisation au total pour l'investissement de 46%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 46%, franchement, c'est pas énorme, mais c'est mieux que l'année précédente où on était à 33%. L'idée, c'est tout de même de voir un taux de réalisation bien supérieur, de telle sorte que ce que nous votons soit effectivement dépensé. Ce sera d'autant plus naturel à voir que normalement les projets d'entretien sont largement annuels et non pas pluriannuels. Pas tout à fait vrai sur tout, mais globalement c'est quand même le cas. Donc ce taux de réalisation un peu meilleur en 2020 ne doit pas être considéré comme une grande victoire, mais enfin comme une amélioration par rapport au taux catastrophique de l'année 2010. Continuons. Taux de réalisation exercice. Alors ça c'est sur les recettes. Les recettes ont été mieux réalisées que les dépenses. On continue. Alors,
Les reports. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce qui n'était pas normal, c'était le montant des reports des années 2017 à 2019. On était sur des totaux qui frisaient quand même l'incohérence par rapport au montant budgétaire voté. Nous avons voulu revenir à quelque chose de plus raisonnable, qui renvoyait plutôt aux années 2015, 2016 et même un peu. C'est ce qui nous a permis de passer cette année 2020. C'est là qu'a porté notre effort, en particulier. C'est pour ça que notre épargne nette a été préservée. C'est parce que justement ces reports ont été en quelque sorte repensés dans leur réalité et pour qu'ils ne baissent pas sur la construction budgétaire de cette année. C'est ça qui nous a fait passer et qui nous fait passer l'épargne nette à un niveau correct. Plus tout le travail que nous avons réalisé de reprise de chaque dépense et aussi d'un cadrage de chacune de ces dépenses. Ça n'a pas été forcément très drôle, mais c'est ça qui nous permet d'avoir en 2021 une année socle et pour les années à venir, des années budgétaires, on l'espère, plus agréables que celles qui consistent à demander des diminutions aux services. Continuons. Alors, le taux de réalisation, je vous en ai parlé, on avance. Alors, l'analyse de la dette. L'analyse de la dette, deuxième tableau, première ligne, l'encours brut. 54 millions fin 2020. 54 551 000 euros. Ces 54 551 000 euros sont évidemment extrêmement lourds. Je vous ai dit que ce n'était pas la dette en soi qui posait problème, mais c'est son rapport aux recettes. Et c'est son rapport à l'épargne brute. Quand on met en relation l'encours brut et l'épargne brute, eh bien, on a l'annuité d'endettement. Et vous le voyez, en 2020, on est à 9 années 1, 2,1 années. Ça nous fait augmenter d'une année notre taux d'endettement par rapport à l'année 2019. On nous pronostiquait de dépasser les 10 années, c'est-à-dire d'être dans la zone d'alarme. On n'y est pas. Et bien, je respire. Voilà pourquoi j'ai un peu plus d'oxygène à vous présenter ce compte administratif. On est néanmoins assez proche de la zone d'alarme. Donc, pas de triomphalisme, on respire un peu, mais on n'est pas dans l'air de la montagne. Hein. On est même encore assez loin. Donc, oui, c'est mieux. Non, c'est pas pire, mais il faudra faire mieux les années à venir. Et quelque chose qui nous embarrasse, tous, je suis sûr, c'est l'encours corrigé par habitant. Car désormais, en 2020, nous sommes à 1185 € par habitant. On n'a pas encore la moyenne de la strate, mais vous le voyez, cette moyenne de la strate était en diminution au cours des années précédentes. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas encore en diminution, alors que nous avons été systématiquement en augmentation. Au jour d'aujourd'hui, nous devons être, sinon proches, très probablement au-dessus de la moyenne de la strate. Ce qui veut dire que notre ville est en situation d'endettement. Continuons. Alors, la chaîne de l'épargne, pour terminer. Cette chaîne de l'épargne, pour terminer, eh bien, elle reprend au fond ce que je viens de vous dire. Avec la ligne de l'épargne nette disponible, en 2019, nous étions à 2 353 000, nous sommes à 2 486 000, double effort sur les reports et sur les dépenses, je viens de vous le dire, on le voit là, on y arrive, on s'en sort, tant mieux. Ça passe en quelque sorte. Ça passe, mais c'est quand même fragile. Je vous rappelle que cette épargne nette est quand même en tendance en diminution
depuis 2016, en tendance, je dis, et qu'elle est surtout la moitié de l'épargne nette des villes de la strate, des villes comparables à Saint-Brieuc. Voilà donc pour le compte administratif ce que nous pouvions voir de manière très rapide et résumée. Merci. Merci Didier, bel effort pour tenir dans les temps. Je ne dirais qu'une chose, c'est que c'est un compte administratif qui est un compte de frustration, puisque c'est l'exercice de notre première année, enfin 6 premiers mois, et que la situation du Covid nous a amené à ne pas pouvoir engager l'ensemble des dépenses qu'on voulait faire, l'ensemble des projets qu'on voulait faire, avec cette inquiétude de devoir maîtriser une situation budgétaire que nous n'avions pas pilotée dans les 6 premiers mois, mais elle n'a pas posé de problème. Ces 6 premiers mois n'ont pas posé de problème de toute façon, mais ça a par contre amené une équipe à être dans une situation difficile, avec cette règle obligatoire que tu as indiquée et que tu as su amener jusqu'à son terme, c'est de passer l'étape, de façon à pouvoir, dans le BP 2022, recommencer à faire de la politique, à faire vraiment du projet et engager d'une manière plus effective et plus poussée notre mandat. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Poilbou et ensuite Monsieur Le Mélotti. Merci Didier pour cette présentation. Tu as été assez pédagogue et c'est pas un exercice facile. Dans tous les ans, j'ai le sentiment que le compte administratif ressemble au gloubi-boulga de Casimir, c'est-à-dire totalement indigeste. Pour autant, derrière les chiffres que tu avances, il y a tout de même des réalités. Alors, j'entends que la crise du Covid a pu avoir un impact, j'entends que vous étiez peut-être pas tout à fait prêt à prendre les responsabilités et à vous engager dans les projets en juin ou juillet de l'année dernière. Pour autant, il y a déjà une part de bilan qui se dresse aussi à travers ce compte administratif. Et moi, je ne me satisfais pas tout à fait du taux de réalisation 46%. Tu peux avancer qu'auparavant, il était moins important, mais derrière ça, il y a une réalité. C'est pas que vous avez réalisé des projets davantage ou mieux que les autres majorités. La réalité, c'est que en fin d'année dernière, on a voté un budget supplémentaire à votre initiative, renonçant à 11 millions d'euros. Et la réalité, c'est que si vous n'aviez pas fait cette opération qui pourrait s'apparenter comme strictement comptable, vous seriez à un taux de réalisation que je n'ose même pas imaginer. Tant il y a des projets qui ont été renoncés, donc pourtant, et qui devaient s'engager dès l'année dernière, au lendemain de votre élection, et dont Saint-Brieuc a tant besoin, et où pour le coup, la crise du Covid aurait été intéressante, où il aurait été intéressant de les faire pendant la crise du Covid, parce que ça aurait pu impacter le centre-ville outre mesure, et je pense notamment au plateau piétonnier, qui n'a pas évolué. Et les réseaux d'eau auraient dû être commencés là, au cours des mois précédents. La rue 3 Frères Le Goff, la place de la Grille. Alors aujourd'hui, je vois bien qu'il y a des manœuvres d'entreprise pour faire diversion sur la carence de ces aménagements, sur la place de la Résistance par exemple. Et c'est pas un jugement de valeur par rapport à votre projet de la place de la Résistance. J'avais moi-même porté l'idée au premier tour des élections municipales qu'il fallait la piétoniser. J'en suis personnellement pour. Même si je considère que la façon dont l'expérimentation s'est passée est assez regrettable. Mais tout ça pour dire que il y a cette réalité-là aussi qui se révèle à travers les chiffres. Et une autre réalité, c'est que les recettes auraient pu augmenter aussi sensiblement. Si on n'avait pas renoncé à certains projets, ou en tout cas, au cours des prochaines années, auraient pu augmenter. Si on n'avait pas renoncé au projet d'immeubles, par exemple, d'Outre Frères Le Goff ou de la Villejoie, où on a deux conceptions sensiblement différentes, ou si on avait réellement mis en place
un projet qui pourtant semble faire consensus. On portait la même proposition au cours des municipales d'une SEM immobilière visant à racheter des immeubles en centre-ville. Et là, pour le coup, sur tous ces projets, c'est zéro pointé. Alors, la frustration que vous évoquiez à l'instant, monsieur le maire, je peux vous dire que l'on la ressent également. Monsieur Méoté, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, monsieur le maire. Moi, je serai très bref. Je voulais insister effectivement sur le chiffre de 46%. Je ne reviens pas dessus. Hein, c'est 26 projets qui ont été annulés. Je ne juge pas sur mais voilà, ce taux de réalisation est très faible. Sur les frais financiers, je vois qu'ils baissent. Pas beaucoup, mais enfin 37 000 €. Voilà. Donc, on nous a agité le chiffon rouge avec des réunions plénières, des réunions publiques sur la situation de la ville. Et puis on se rend compte finalement, comme le coup près tombe, que finalement la situation n'est pas aussi dégradée que vous avez bien voulu le dire, que la situation est voilà, tout à fait correcte et normale, et que même que le taux d'endettement, enfin l'encours de la dette par habitant, il n'est pas aussi... dans la zone aussi rouge que vous aviez bien voulu l'indiquer. Voilà ce que je voulais dire. Et puis sinon, monsieur le maire, j'ai une revendication particulière, c'est que ceux qui sont sur ce banc ici, ils ont un super torticolis. Moi, je vous mets au défi de lire franchement, c'est embêtant. Trouvez-moi. Alors ceux qui sont, je préférerais être à votre place. Je préférerais me retourner, voilà, pour voir, parce que là je peux vraiment rien voir. Quoi. Donc c'est un peu gênant, surtout pour la minorité qui se retrouve ici. Quoi. Voilà, un peu d'eau au mur et. Alors je vous assure que c'est pas fait exprès. Non, je sais bien. Et mais comme vous avez entendu pendant 6 ans, c'était la même chose pour la minorité d'abord. C'est pas parce que certains ont été maltraités ou vous ont maltraité, il faut vous maltraiter vous. Oui, et c'est pas un problème de retraiter non plus, parce que je pense que même les jeunes, on va réfléchir effectivement à améliorer ça, peut-être bien le dire. Ouais, c'est peut-être un télé. Vous l'avez subi aussi la dernière fois, et ça vous avait fait mal au cou, donc il faut qu'on change peut-être ça. Entendu. Monsieur Crognec. Merci, monsieur le maire. Bon, merci à monsieur Le Buan pour cette présentation effectivement claire, synthétique et relativement rapide, c'est important ce soir. Comme vous l'avez dit, en fait, le bilan 2020, il est de la responsabilité à 50% de l'ancienne majorité et 50% de la vôtre. Ce que je voudrais, moi, mettre en évidence, d'une part, c'est que l'endettement de 2020, il concerne surtout des équipements comme le TO et le PEM, donc qui avaient été lancés et dont la poursuite n'est pas du tout remise en cause et elle fait l'objet d'un consensus. Et par rapport au conseil municipal du 15 février, lorsqu'on avait fait le débat d'orientation budgétaire, à l'époque, effectivement, l'encours, alors exactement le terme, c'est l'encours corrigé divisé par l'épargne brute, était de 10,1 en est, et là on est à 9,1, parce qu'en fait l'épargne brute, comme vous l'avez expliqué, a été relevée, compte tenu aussi des circonstances un peu exceptionnelles, sans doute, de l'année 2020. Donc ça amène finalement à une conclusion, mais mon prédécesseur l'a dit, c'est que la capacité de désendettement de la ville, finalement, elle est encore dans une tranche, je dirais, moyenne. Elle n'atteint pas la zone d'alerte, mais elle s'en rapproche. Mais c'est quand même un point positif par rapport à ce qu'on avait dit au mois de février. Voilà, merci. Merci. Est-ce que tu veux compléter, apporter des informations liées, notamment sur notre action sur les reports? On avait été clair là-dessus. Une bonne partie des projets et des reports étaient un mur que l'équipe que vous auriez aurait dû affronter. Nous l'avons affronté différemment parce que c'est une façon de retrouver des crédits dans son budget. On retrouve des crédits à l'intérieur même du budget en réarbitrant les projets. C'est ce que fait une équipe quand elle arrive aux manettes. Didier? Oui. Je ne sais pas quel commentaire on peut donner sur ce qu'a dit Corentin, parce que évidemment il y a des projets qui étaient identifiés auparavant, on le sait. Ce que nous avons pu voir, c'est qu'au cours de cette année 2020, ces projets, soit ne pouvaient pas être réalisés, soit, de notre point de vue, ne devaient pas être réalisés tels qu'ils étaient prévus auparavant. Logiquement,
il aurait été aberrant que nous les gardions. Ça aurait été anormal, au fond, au regard de l'évolution politique. Donc, moi, je ne sais pas quoi dire là-dessus, parce que je pense que là, on est vraiment dans une vision politique des choses, normale d'ailleurs, hein, majorité, opposition. Donc, moi, rien de particulier. On verra sur l'année 2021 ce que nous allons pouvoir faire, et le CA de l'année 2021 sera plus indicatif de l'orientation que nous voulons donner à la ville, et l'orientation que les Briochin ont validée à 60% de début. Donc, nous verrons bien. L'aspect singulier de notre année 2020, lié au changement de majorité, je n'y reviens pas, il permet d'expliquer les évolutions, notamment sur les investissements. Par contre, l'aspect pandémie, on a quelques chiffres, qui sont des chiffres lourds de conséquences. On en aura encore des mauvais en 2021. Donc, on va vivre avec cette pandémie au plan financier jusqu'en 2022, au fond, et peut-être même au-delà. La vérité, mais on l'a ensemble, on l'a vu ensemble, c'est comment la ville réussit à se donner des marges en augmentant ses recettes pour lui permettre d'investir sans avoir à augmenter son endettement qui ne peut plus être augmenté. Parce que c'est bien ça le problème. Donc, ce que nous dit le compte administratif 2020, c'est qu'au fond, on a frisé le correctionnel, mais qu'on a tout fait pour que cela ne soit pas le cas. On passe, ça passe, mais c'est fragile, extrêmement fragile. Donc nous verrons la suite, évidemment, dans les années à venir. Je crois que c'est un rendez-vous pour les années à venir qu'il faut que nous nous donnions mutuellement. 9,1, 10,1, honnêtement, bon. Vaut mieux être à 9,1 qu'à 10,1. Mais franchement, ça s'est fait à pas grand-chose. Notamment grâce au travail sur les reports et au travail sur les investissements de la fin de l'année 2020. Voilà. Merci. Vous savez que le maire ne prend pas part au vote, donc je vais donner, lors d'une classe étant absente, elle m'a donné On pouvoir. va peut-être faire tous les comptes administratifs et puis ensuite tu sors, je me vote. D'accord, on fera les 4 votes, hein. Enfin les 3 votes. Ok, ça marche. Allez, enchaîne. Enchaînons. Budget annexe des parkings pour administration. Budget annexe 2020. Budget annexe des parkings, je crois qu'il y a installé. Voilà. Donc on retrouve sur le budget annexe des parkings eh bien, la même logique que pour tous les budgets. Vous avez exploitation, investissement, on ne dit pas fonctionnement, on dit exploitation, mais c'est quand même recettes et dépenses. Donc voilà. En exploitation, on pourrait se dire qu'on a un petit excédent et c'est formidable. En fait, dans les recettes d'exploitation, on a la subvention d'équilibre. La subvention qu'on verse du budget principal au budget annexe, elle est là. Donc c'est en fait un équilibre de fait, mais non, il est déficitaire, ce budget, lourdement déficitaire. C'est d'ailleurs un authentique problème que nous aurons l'occasion de voir pas plus tard qu'au prochain budget, au prochain conseil municipal. Une nouvelle fois, si je puis dire. Donc, c'est un budget équilibré grâce à cette subvention d'équilibre. À noter que les investissements sont évidemment importants et sont liés, pour une grande part, à la rénovation du parking de Guédic. Une grande part, absolument indispensable et nécessaire, ce qui augmente l'encours de dette de fait de la ville. Alors je dis pourquoi de fait? Parce que justement il y a cette subvention d'équilibre au budget annexe. Si elle n'était pas aussi importante, je voudrais dire non, il y a bien deux dettes, mais là, celle-là, quelque part, il faudrait l'additionner. Comptablement, ce n'est pas possible, donc je ne le fais pas, mais je vous le dis quand même par oral. Cette dette est très significative, c'est 23 millions d'euros, me semble-t-il,
donc qu'il faudrait ajouter aux 54 millions d'euros que nous avons pu voir. Voilà. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur le budget des parkings ou nous enchaînons sur la délibération numéro 4 qui est le budget annexe des pompes funèbres? Pardon, excuse-moi. Je t'en On prie. ne peut pas lire ce qui est écrit dans le carré violet à droite. 7 290 000. Oui, il faudrait changer de type de Des couleurs, entendu. Eh bien, on passe à la délibération numéro 4, Didier. Annexe des budgets, annexe des pompes funèbres. Voilà, service extérieur. Alors, c'est un budget annexe important dans la mesure où il rappelle que nous portons cette responsabilité, que nous avons fait une DSP, mais que nous sommes porteurs de cette responsabilité qui est celle des pompes funèbres. Pour autant, le budget lui-même a des montants qui sont évidemment bien inférieurs à ceux que nous avons pu voir, notamment pour le budget principal. Donc, on va dire que c'est un budget rétréci qui a sa légitimité, notamment pour le financement des investissements qui avaient été réalisés précédemment. Si vous voulez bien, on va même passer assez rapidement au budget annexe suivant. Celui du budget annexe des pompes funèbres crématorium, qui a exactement la même fonction, à savoir rappeler que nous avons une responsabilité politique en la matière et que nous avons encore à financer des investissements qui ont été faits en leur temps, avec un résultat global de 620 000 euros sur ça. Voilà. Bien, est-ce que ces budgets annexes appellent des commentaires, des questions, des interventions? Non. Donc je vous propose que nous mettions au vote distinctement ces 4 délibérations. Je vais sortir et laisser la place à Thibault, adjoint, deuxième adjoint. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc voter la deuxième délibération sur le budget principal de la ville, sur le budget annexe des parkings, des pompes funèbres, les 2 délibérations sur les pompes funèbres, et on va les faire distinctement. Ayant entendu les rapports de l'adjoint en finance, nous allons voter la délibération sur le budget principal de la ville qui ne souhaite pas prendre part au vote, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Adopté. Nous allons donc voter maintenant le budget annexe des parkings qui ne souhaite pas prendre part au vote, qui vote contre, qui s'abstient. Est-ce que ça implique les pouvoirs? Très bien. Les coups d'avant aussi. Qui vote pour? Est-ce que ça implique les pouvoirs? Très bien. Cette délibération est adoptée. Ensuite, le budget annexe des pompes funèbres services extérieurs, qui ne souhaite pas prendre. C'est le compte administratif. Oui, c'est ça. Compte administratif, qui ne souhaite pas prendre part au vote, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour. Adopté. Enfin, le compte administratif du budget annexe des pompes funèbres, qui ne souhaite pas prendre part au vote, qui vote contre, qui s'abstient. Adopté. Merci. Bien, merci beaucoup, merci Thibault, merci Didier pour cette présentation. Il y a une délibération numéro 6 qui est à la DSU, approbation du rapport annuel 2020. C'est en quoi? Oui, alors j'ai évoqué la DSU, on a une obligation légale à présenter un rapport beaucoup plus détaillé sur la réalité de cette dotation sociale urbaine. Donc vous avez eu le rapport,
Donc vous allez pouvoir l'ensemble des lignes. C'est quand même un total de dépenses d'investissement de 841 452 €, en termes de dotation, ce qui est important. Et en fonctionnement, c'est tout de même 1 292 254 €. J'ai vu combien cette dotation comptait pour l'équilibre financier de la ville. En tendance en augmentation, heureusement, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Est-ce que la DSU appelle des commentaires, des questions? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Délibération suivante, secteur jeunesse, création d'un espace jeune en centre-ville. Thibaut, c'est pour toi. Merci. Donc il s'agit ici de vous exposer la création de l'espace jeunesse du centre-ville. C'est un projet qui reprend un ancien projet ici pour le coup qui est celui du pôle ressources jeunesse. C'est un équipement qui avait été décidé suite à une concertation qui a été menée en 2015 et du coup nous reprenons cette idée, mais nous la reprenons différemment puisque nous souhaitons le faire dans un lieu différent, mais fait. On le reprend parce que effectivement on est d'accord et on exprime le souhait de donner un équipement pour la jeunesse à Saint-Brieuc qui aura deux vocations, un lieu d'information, puisqu'on va essayer d'avoir la labellisation information jeunesse que la ville n'a plus depuis 2010, et on souhaite aussi que ce soit un lieu de convivialité. On parle beaucoup de tiers-lieux, ça pourra s'en rapprocher. Et donc effectivement sur la localisation du lieu, ce lieu était prévu au pavillon des expositions temporaires du musée, et nous avons décidé de mettre ce lieu dans deux cellules commerciales des Champs pour avoir un espace de 600 mètres carrés au plus près de là où sont les jeunes, en tout cas là où sont plus les jeunes dans le centre-ville de Saint-Brieuc, et à la fois les jeunes briochines et les jeunes briochins, mais aussi les jeunes de toute l'agglomération, c'est-à-dire près des champs. Nous avons donc créé ce projet, toujours garder ses fonctions. Je l'ai dit, lieu ressources d'information, lieu de convivialité, mais aussi un lieu tout à fait ouvert et un lieu des possibles, comme il est dit. Ça peut être voilà, tout simplement prendre un café pour se détendre, tout simplement pour faire du coworking, pour travailler en groupe, pour se poser, et surtout pour aussi accueillir nos partenaires, les partenaires qui ont le public jeune, et être le pivot de l'ensemble des dispositifs jeunesse sur la ville de Saint-Brieuc. Depuis le début de l'année, avec la concertation que l'on mène avec le service jeunesse, on a recensé près de 200 dispositifs qui s'adressent aux jeunes sur la ville, et donc ce lieu a vocation d'être le pivot de tous ces dispositifs, d'être la porte d'entrée des dispositifs jeunesse de la ville, et avec un objectif qui est de limiter le non-recours aux droits et aux possibilités que les jeunes ont sur la ville de Saint-Brieuc. Donc sur la configuration du lieu, je vais y aller très rapidement. Un espace d'accueil, un espace information jeunesse, un espace de rencontre, de projet de convivialité. Les locaux du service jeunesse seront intégrés dans ce lieu, et donc évidemment des espaces plus techniques. Et donc le budget de cet équipement, nous avons négocié avec le bailleur Accessite, qui a l'exploitation des champs, qui nous a fait un loyer à titre gratuit pendant 3 ans. Pour autant, la ville participera aux charges locatives à hauteur de 6 000 € par mois TTC. Et donc, nous paierons donc des charges locatives. Les charges locatives, vous savez, c'est comme dans une copropriété, sauf que là, il y a des avants de sécurité, il y a un certain nombre de réglementations concernant la sécurité, et pour accueillir nos jeunes, eh bien, ça peut être aussi rassurant pour les parents qu'il y ait des différents services pour les jeunes. Sur le budget, donc ça c'est
6 000 € par mois seront inscrits au budget de fonctionnement. Et sur le budget d'investissement, vous le voyez, ce sont un budget très modeste, plutôt sobre, je dirais, puisqu'on prévoit 80 000 € TTC pour faire de ce lieu un lieu pratique, accessible, mais c'est aussi une volonté de montrer qu'on peut aménager un lieu de manière sobre, et un lieu aussi, on est en 2021, un lieu sobre écologiquement aussi, puisqu'on souhaite utiliser dans le cadre de ce lieu des matières, des meubles de réemploi, et puis créer même avec les jeunes un certain nombre de mobiliers dans cet espace. Des rencontres ont lieu à ce titre avec les compagnies bâtisseurs, et les échanges ont lieu aussi avec le CLE pour essayer de faire des chantiers participatifs dans ce lieu, pour aménager ce lieu de co-construction, à la fois concertation, mais aussi d'un point de vue plus pratique. Donc ça, c'est sur les dépenses. Et puis sur les recettes, vous voyez, c'est un projet multipartenarial aussi, puisque on va, évidemment, la ville de Saint-Brieuc va contribuer, mais aussi on va demander à l'agglomération via le PIA Jeunesse, on va demander à notre partenaire sur la cohésion sociale, la CAF, et puis on va demander à la région via le contrat de partenariat région-pays de Saint-Brieuc. Donc c'est un projet très important, un projet de centre-ville, un projet aussi qui va contribuer à la commercialité du centre commercial Les Champs, un projet qui va servir aux jeunes, et donc on est très fiers de porter ce projet-là. Et un dernier élément qu'il faut aussi bien noter, c'est un projet qui va être temporaire, on va dire, puisqu'il est de transition éphémère. C'est ça le lieu, mais éphémère sur une durée d'au minimum 3 ans, parce que l'espace jeunesse, on souhaite l'intégrer dans un lieu d'envergure dans le centre-ville, quand nous aurons décidé un peu de notre tiers-lieu, de notre grand projet pluridisciplinaire dans le centre-ville. Donc voilà pour l'exposé des motifs de ce futur lieu jeunesse de centre-ville. Merci Thibault, et je ne doute pas que cela va appeler des questions, des commentaires, des remarques. Monsieur Poilboul. Merci Monsieur le maire. Si je suis assez satisfait qu'il puisse enfin y avoir un lieu d'accueil des jeunes en centre-ville, c'était d'ailleurs une demande forte qui avait découlé au précédent mandat des assises de la jeunesse et qui était déjà inscrit et que finalement vous poursuivez, mais dans une configuration qui, elle, me laisse un petit peu plus dubitative. On a voté il y a quelques instants, en tout cas on nous a présenté il y a quelques instants le compte administratif. Or, une dépense de 6 000 € par mois pour des bâtiments qui ne nous appartiennent pas, ça me semble particulièrement excessif. D'autant plus que là on avait de mémoire, mais vous rectifierez le tir si je me trompe, 500 ou 600 000 € de subventions de la part d'autres partenaires institutionnels pour créer cet espace-là, et qui pour le coup aurait pu s'inscrire dans une vraie démarche écologique de reconquête d'espaces vacants en centre-ville. Et c'est en ça que je suis particulièrement dubitatif, puisque dépenser 6 000 € par mois dans un bâtiment qui aurait pu trouver une vocation me laisse particulièrement sur la réserve. On va prendre peut-être une autre intervention si on a une. Allez-y. Juste une, moi on est dans l'espace commercial et bon, il y a c'est compliqué, les champs, on voit bien que c'est très compliqué. Et de fait, bien sûr que ce point pour l'accueil des jeunes est extrêmement important, mais comme vient de le dire Corentin, c'est un peu une subvention, finalement, pour le maintien de l'équilibre global de ce centre commercial qui est donné. Et voilà, moi je trouve ça
je trouve très bien la mixité des fonctions, mais un centre commercial, c'est un centre commercial. Donc voilà. Et le mélange des genres n'est pas nécessairement une bonne chose. Autant ce point est essentiel, autant peut-être fallait-il le mettre ailleurs, à moins que vous n'ayez pas eu le choix finalement, parce que effectivement c'est assez terrible de laisser des cellules vides. Voilà ce que je voulais dire. J'entends parfaitement votre remarque et nous nous sommes posé cette question. Mais à un moment donné, il faut peut-être aller là où les jeunes sont. Donc c'est pour ça aussi que c'est un projet de transition et un projet éphémère. On n'a pas vocation à occuper un centre commercial définitivement. Les jeunes sont là, il faut démarrer ce projet là où ils sont. Nous prenons ce pari. Romain, je crois que tu as demandé la parole. Oui, mais je ne pensais pas que le maire allait intervenir entre les interventions. Non, je voulais effectivement dire que le projet qui est présenté, il est à la fois intelligent et relativement enthousiasmant. Il est intelligent parce qu'il permet de ne pas renoncer à un projet à destination des jeunes sur le territoire, en particulier en centre-ville, par une solution comme le présente Thibault, qui est provisoire ou éphémère. Et puis il est enthousiasmant parce qu'en même temps on fait une proposition là où aujourd'hui sont les jeunes. L'objectif dans un lieu comme celui-là, il n'est pas d'attirer absolument les jeunes vers un endroit où ils ne vont pas, c'est d'abord d'être là où ils vivent, où ils se fréquentent, où ils échangent, où ils sont déjà. Donc je trouve que la proposition elle est effectivement intelligente et enthousiasmante. Je rappelle que le précédent projet, qui était réellement intéressant, était sans doute faible parce qu'il n'apportait aucune solution et aucune perspective concernant le musée lui-même. C'est en ça que je trouve aussi que la proposition ici est également intelligente, c'est qu'elle nous permet de prendre le temps de travailler enfin réellement un projet pour le musée. Donc voilà, moi je trouve que la délibération, elle est vraiment porteuse de sens et qu'elle est opportune en ce moment, après une année qui a été relativement difficile pour les jeunes du territoire. Monsieur Paul Bouche, vous vouliez réagir, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. À travers l'intervention de Romain, on apprend que c'est finalement une solution qui est provisoire. J'ai pas pu l'entendre dans l'expositif aussi, tu l'as dit. Si c'est une solution provisoire, ça signifie pour le coup qu'on renonce à 500 ou 600 000 euros de subventions pour notre territoire et qui sont définitivement abandonnés pour le coup. Et c'est bien ce dont on doit avoir conscience. Et pour ce qui est du commentaire où il n'y aurait eu aucune ambition ou aucune perspective sur le musée, Romain, là encore sur notre débat, mais puisque tu l'as ouvert, je m'inscris en faux. Pour le coup, le restaurant universitaire qui est aujourd'hui une friche, moi j'ai pas envie que ça devienne un espace commercial ou autre, comme on peut le lire ces derniers temps dans la presse. Moi j'aurais aimé que ce soit un vrai lieu de culture. Et d'ailleurs, le DRAC, quand on l'avait emmené dans ce bâtiment-là, a dit c'est un bâtiment merveilleux, ça me fait penser à la gare d'Orsay à Paris, et j'aimerais y voir un musée. Et pour ce qui est des capacités à le faire, alors vous le dites souvent, c'est des choix politiques, et ça aurait pu être un choix politique, c'était le nôtre, ce n'est plus le vôtre. Et par ailleurs, on pouvait aussi faire preuve d'imagination. C'est un bâtiment classé. Ça voulait dire qu'on pouvait souscrire à des crédits liés au bâtiment de France, à des subventions liées au bâtiment de France. On pouvait aussi avoir des crédits liés à la politique culturelle, à une subvention sur la politique culturelle. Et puis, on pouvait aussi aller chercher du mécénat et tenter peut-être un coup. On voit, il y a un milliardaire qui est né non loin d'ici, à l'Eurodec, et qui a créé des œuvres, enfin, c'est un des plus grands collectionneurs au monde, qui a grandi à Saint-Brieuc. On aurait pu aussi solliciter, je ne sais pas si j'aurais répondu positif, c'est un exemple, mais en tout cas, on aurait pu aussi chercher du mécénat pour un projet aussi emblématique et totémique, pour le coup, à Saint-Brieuc. Donc je ne peux pas laisser tout à fait dire qu'il n'y avait pas d'ambition, pas de perspective pour un tel musée. Alors, Didier, tu veux réagir à ton tour? Je veux bien réagir parce que c'est un débat que nous avons eu en conseil lorsque le dossier avait été proposé. On avait
valider l'idée d'un pôle jeunesse, parce que c'était effectivement quelque chose de très juste par rapport aux besoins de la jeunesse et au regard des possibilités. Et nous avions dit à l'époque que ce projet méritait mieux que ce qui lui était destiné en termes de lieu. Et c'est ce à quoi répond le projet porté par Thibault. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose d'assez paresseux à vouloir le mettre dans la salle des expositions temporaires. Certes, en plein centre-ville, mais aux dépens d'un musée qui peut-être ne satisfaisait pas la majorité précédente, mais a le mérite d'exister et est porteur de l'identité de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que ce musée soit là où il est un atout majeur en termes de destination touristique pour notre ville. On était hier soir, avec quelques autres, en réunion du comité consultatif des services publics au niveau de l'agglomération, et étaient présentés les deux bilans des années 2019 et 2020 de l'Office du tourisme, d'agglomération. Un des axes posés pour le développement du tourisme dans notre ville, c'est-à-dire il faut des outils d'explication et d'imprégnation de l'identité de la ville pour les touristes. On a là un atout dans cette proximité entre l'Office du tourisme et le musée. L'éloigner aurait été une erreur. Il y a eu bien d'autres erreurs en matière de musée, et notamment le fait de ne pas lui permettre, d'un point de vue budgétaire, de fonctionner comme il aurait dû fonctionner au cours des années précédentes. Et il y a une erreur que nous n'avons pas voulu faire. C'est faire des projets sur la comète sans avoir l'argent pour pouvoir les réaliser. Ce qui était en cause, c'était non pas quelques centaines de milliers d'euros, mais des millions d'euros. Ce qui était en cause, c'était un doublement du nombre de personnes travaillant au musée, ce dont nous n'avons aujourd'hui pas les moyens, au regard de la réalité budgétaire qui est non pas la nôtre, mais aussi celle dont nous héritons aujourd'hui. Merci Didier, j'allais enchaîner, mais non, je vous en prie, monsieur Paul Bouc. Merci Didier. Alors, là j'ai une lecture sensiblement différente de la tienne. Je pense que ce serait plutôt pour le coup, alors si je suis d'accord avec toi qu'il est intéressant que l'office de tourisme soit proche du musée, je ne crois pas que la localisation du musée doit dépendre de l'office de tourisme. Plutôt le contraire. La localisation de l'office de tourisme doit dépendre d'un musée. Et d'ailleurs, ce qui me permet une passerelle parfaite, c'est que quand je vois au conseil d'agglomération, il était initialement fléché, je crois qu'on est revenu dessus, fort heureusement, qu'on mettait 700 800 000 euros pour le musée de la briqueterie, qui, à mon sens, n'a pas tout à fait la même portée que ce que pourrait avoir un grand musée Saint-Brieuc. On peut rappeler que les chefs d'entreprise en 2016 ou 2017 avaient indiqué que leur plus grande faiblesse pour se développer, pour développer leur activité sur le territoire, c'est comme tu le disais à l'instant Didier, c'est la carence d'identité. On peut se rappeler aussi qu'en 2014-2015, les savons briochin ont déménagé à Saint-Malo en disant je n'arrive pas à recruter parce que l'image de marque de Saint-Brieuc n'est pas assez bonne. Et d'où l'importance d'avoir un lieu un petit peu totémique comme celui-ci. Et donc pour la question budgétaire, je crois que l'agglomération doit enfin s'y investir. Moi je partage le fait que l'agglomération doit investir un peu plus, et la passerelle, et le musée, le cœur de notre ville, et sans doute que des outils comme la briqueterie ont été survalorisés depuis des années. Je pense que là-dessus, nous aurons des interventions qui seront partagées quand elles auront lieu à l'agglomération. Maintenant, l'identité, favoriser cette identité, je pense que depuis 9 mois, nous le faisons. Ça travaille sur tous les aspects. C'est les associations, comme ils sont aussi des piliers, c'est l'aménagement urbain, c'est le plaisir d'être là, c'est l'animation au quotidien, tout ça participe. Le musée doit y participer effectivement, mais c'est un travail qu'on entame aujourd'hui dans le cadre d'une maîtrise budgétaire, ce qui n'était pas forcément le cas à ce moment. Je voudrais juste dire un truc sur les subventions.
On prend des subventions quand il y a un projet. Ce n'est pas une soute qui est à vous et que vous devez garder. Parce que la subvention, qu'elle vienne de l'Europe, de l'État, elle est pour un territoire et arroser des projets. Quand vous n'avez pas à un moment donné un projet d'un montant X et qu'il est plus petit, par solidarité et par... oui, c'est ça, par solidarité avec l'ensemble des collectivités, vous ne l'utilisez pas, vous le remettez dans le pot. Et c'est ça que nous devons faire. En l'occurrence, nous avons conservé une partie de la subvention sur le projet de l'AMNE, que vous aviez également initié, qui était bon. C'est-à-dire que nous, réaménager l'AMNE et faire en sorte que des jeunes puissent s'y installer dans différents projets, ça a pris une partie de cette subvention et nous allons le faire. Pour le reste, je vous le dis, et c'est souvent un défaut des collectivités, c'est d'essayer de s'accaparer la totalité des subventions et de ne pas la réaliser. Et finalement, d'autres partenaires autour de vous, on aurait toujours bénéficié. Je regarde Gaël qui est à la région et qui sait que ça se passe souvent comme ça. Je pense que nous devons être attentifs à faire œuvre de solidarité avec l'ensemble de nos collectivités. Thibaut, tu veux conclure ? Ouais, quand même, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je suis un peu déçu du peu d'égard qu'on porte au projet de lieu jeunesse et qu'on est vite dévié sur le musée. Je sais que la culture est très importante et si on pouvait relier les deux, ça serait encore bien et on a des efforts en ce sens. Mais bon, non, vraiment, j'aurais préféré qu'on parle des préoccupations des jeunes, du besoin aussi des jeunes d'avoir des ressources, des informations. Hier soir à l'agglomération, il y avait une conférence sur la souffrance des jeunes et ça pourra aussi être le lieu pour faire des conférences, pour faire des ateliers et puis pour que les jeunes soient informés sur leurs droits. Enfin bref, c'est vraiment un outil qui va permettre de développer la politique jeunesse qui a été initiée par l'ancienne majorité et puis ça, je pense qu'on peut féliciter l'ancienne majorité là-dessus et puis les services François Dufoll, je ne sais pas s'il est derrière moi, qui a impulsé cette politique-là aussi dans la ville. Sur l'emplacement du coup par rapport au champ, quand on est sur une approche de public, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire depuis un an de mandat, moi à la fois sur les anciens que sur les jeunes, on est vraiment dans l'allée vers en fait. Et l'allée vers, eh bien, si on veut être là où sont les jeunes, bah, c'est incontestable que c'est là où sont les champs. Et je regarde aussi Nicolas Nguyen, mon collègue Alpha en commerce, et bien, quand on investit des lieux de vie, vous regardez les centres commerciaux dans d'autres villes, et bien, il y a des pharmacies, il y a des médecins parfois, il y a des espaces de vie, il y a des loisirs, et donc, oui, je le dis, et ben, les champs accessibles, le bailleur était enthousiaste quand il a reçu notre projet, parce que c'est aussi leur stratégie et nos deux stratégies convergent. Donc je crois que c'est à la fois un bon projet pour les jeunes, mais aussi à la fois un bon projet pour la redynamisation de notre centre-ville. Merci Thibaut. Je propose que nous passions au vote, si nous voulons avancer dans l'ensemble de nos délibérations. Alors, par rapport à ce projet de délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Richard Huxel s'abstient. Est-ce que c'est noté? C'est noté. J'ai pas compris. Donc Mme Stenzel-Cardinal porte la voix également de M. Roussel pour l'abstention. Et moi, je voterai pour le projet. Et vous, vous êtes pour? D'accord, ok. C'est bon pour les notes? Ok. Donc la délibération est approuvée, je vous remercie. Délibération numéro 8, vie associative. Thierry, c'est pour toi. Oui, donc c'est moins passionnant. Hein. Donc, tu vas faire un petit effort de motivation. Je suis déjà dans mon match, je suis désolé. Le 17 mai, nous avions voté une... C'est pour ça la connexion Wi-Fi. Je comprends mieux. Le 17 mai, nous avions voté donc, les attributions, la première tranche d'attribution des aides à l'emploi pour les emplois associatifs et les autres emplois aidés par la ville. Et on n'avait pas pu tout voter parce qu'on attendait de la remontée des associations employeuses pour savoir si elles avaient bénéficié donc, du chômage partiel. Donc c'est pour ça qu'on est obligé, maintenant on a eu les renseignements, donc nous sommes obligés de passer à une deuxième délibération, deuxième tranche d'attribution des aides à l'emploi 2021
de nos emplois, donc des emplois tripartites, pour une partie qui sont partagés avec le département, les associations et la ville, et puis aussi de quelques emplois où le département n'intervient pas. Voilà, donc c'est juste une sorte de régularisation. On s'aperçoit que certaines associations ont perdu un peu de montant puisqu'elles ont bénéficié donc, du chômage partiel dans le dispositif de l'État. Voilà. Juste pour dire quand même une information, c'est que, en fait, le dispositif tripartite n'existe que dans les Côtes-d'Armor. Et ça m'a surpris, je l'ai appris assez récemment, je pensais que d'autres départements le faisaient. Ce fonctionnement d'emploi pour les associations tripartites entre l'association, le département et la ville ne fonctionne que dans le département des Côtes-d'Armor. C'est bien, c'est fort. Voilà. Donc c'est assez passionnant finalement. Et on trouve ça aussi dans le domaine syndical, figure-toi. D'accord. Est-ce que ça appelle des commentaires, des remarques? Il n'y en a pas? Si. Nicole. Oui, c'est juste une question. Comment se fait-il que l'ORB soit maintenant fermé? J'ai des remarques de personnes. Ouais, on était avec le avant-hier, ils ne sont pas fermés du tout. Du tout. Bon. Oui. Ah non, ils sont taqués, On est content d'avoir L'accueil est ouvert le matin de 9h à midi et c'est sur rendez-vous sur les activités de l'après-midi. Voilà. Alors, je propose de mettre aux voix la délibération. Qui est contre? Il s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération numéro 9, toujours Thierry. Tarif des installations sportives municipales. Oui, donc comme chaque année, donc, il y a une réévaluation du tarif des installations sportives et donc le taux appliqué cette année est de 1%. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on vote. Je dirais que c'est un vote classique avec, vous le savez sûrement, 4 tarifs différents, par exemple pour les installations, plus une gratuité. Donc le tarif le plus cher correspond à des demandes de structures commerciales, voilà. Le tarif B, après, c'est des établissements médico-sociaux, associations sportives hors de notre ville. Le C, c'est tous les comités directeurs départementaux, fédérations qui sont sur notre ville, donc ça va décroissant. Le D, c'est le tarif réduit donc pour les structures d'entraînement reconnues par l'État, comme les Pôles Espoirs, on en a beaucoup à Saint-Brieuc. Et puis ensuite, on a la gratuité pour les associations sportives de notre ville, bien sûr, les écoles, etc. Voilà, donc après, on a tout un tas de tarifs. Il y a peut-être une petite information à donner, c'est qu'on a aussi un tarif pour les collèges. Voilà, publics du secteur, donc qui nous est remboursé par le département, et pour les lycées. Et voilà, qui nous est remboursé donc par les lycées ou la région, plutôt les lycées qui font l'intermédiaire. Et donc à ce sujet-là, nous allons être en rediscussion parce que nous ne sommes pas tout à fait satisfaits de la participation du département qui n'est pas à la hauteur de celle de la région, alors que les structures sont les mêmes et nous coûtent la même chose. Donc c'est juste pour dire que nous allons aller voir le département pour leur expliquer que peut-être qu'il faudrait qu'on revoie les accords tarifaires entre nos deux collectivités. Merci Thierry. Est-ce que ça appelle des commentaires et des questions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. On met au vote qui est contre, qui s'abstient. Pas d'abstention. La délibération est approuvée. Thierry, délibération suivante. Voilà, ben, c'est la suite, hein, c'est la mise à disposition des locaux communaux hein, pour les associations, donc grande salle de Robien, hall de Brésillet, et voilà, et les autres salles mises à disposition par la ville, donc salle associative, et c'est toujours une question de tarif, donc c'est la même chose, je dirais. Il ne faut pas tellement de commentaires. Merci. Est-ce que ça appelle des commentaires ou des questions? Il n'y en a pas. Je propose de mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, c'est le jeu concours Tour de France, le vélo à la côte à Saint-Brieuc. Et donc je découvre que je suis le rapporteur. Donc je viens de lire. Donc c'est un jeu concours, ça fait partie de l'animation qu'on organise souvent dans ce genre de manifestation. La ville n'organise pas seule, bien au contraire, il y a des partenaires avec elle.
Tu pourras peut-être intervenir là-dessus, Nicolas, je te vois me regarder avec un œil acéré. J'attends de voir ce que tu fais. Je pense que ton nom aurait été bien là. Bref, un tirage au sort, donc une série de questions assez simples qui est proposée à l'ensemble des habitants, accessible à toutes et à tous, quels que soient les âges. Un tirage au sort qui permet ensuite d'obtenir un certain nombre de bons. La ville est le support de la diffusion du tirage au sort et du bon respect des règles. Le premier, c'est un fonds d'achat nominatif d'une valeur de 35 €, non pas dans les services municipaux, mais bien sur les partenaires privés. Et les lots suivants, ce sont des goodies, il faudra me franciser ça, de la ville: sac, couleur, bloc-notes, crayon, feutre, jeu, carte postale. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à l'organisation de ce jeu concours pour le passage du Tour de France? Il n'y en a pas, ça m'arrange. Nicolas, on est d'accord? Ah oui, c'est bon. Bien. Eh bien, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Changement de sujet, action cœur de ville, puisque nous avons quasiment à chaque conseil municipal une délibération minimum sur ce sujet. Martine Hubert. Oui, donc là nous sommes sur l'OPA de renouvellement urbain et la signature d'un avenant à cette convention d'opération qui se déroule de 2019 à 2023, comme vous le savez. Donc cet avenant va nous permettre notamment de déployer l'ORI et de passer du volet incitatif peut-être au volet coercitif pour reconquérir un habitat en centre-ville et nous ramener des familles. Voilà, c'est un résumé très rapide de la délibération. Je suis à votre disposition si vous voulez en échanger. Merci Martine. 19h48, effectivement, vous n'avez pas de remarques, de questions. Oserais-je dire que c'est raisonnable? Je vous remercie. Nous allons passer au vote rapidement. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention. Merci. Délibération numéro 14, immeuble 2, rue du Docteur Charcot. Nous sommes sur un protocole transactionnel. Aline. Merci, monsieur le maire. Donc là, c'est très simple. La ville, par délibération en février 2020, vendait une maison pour 36 000 € à un monsieur qui n'a pas obtenu de financement. Donc, on constate qu'on n'a pas pu faire la vente. Et donc, le bien sera remis à la vente. Est-ce que cette délibération appelle des remarques, des questions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Elle est approuvée. Monsieur Poilou, vous nous laissez? Oui, j'ai bien procuration. Oui, donc à partir de maintenant, c'est ça. Procuration. Ça marche. C'est enregistré. Là, délibération numéro 15, acquisition et cession approbation du bilan annuel 2020. Ok. Aline. Là, il s'agit d'une de nos obligations qui est de faire le point sur tout ce qui a été acheté et vendu par la ville. La très grande majorité des biens que vous trouvez dans le tableau ont été acquis ou vendus avant notre arrivée. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Si, il y a la tour de Cesson, sur laquelle on va avoir un projet à jour, mais il n'y a pas de choses remarquables. À moins qu'il y ait des questions. La tour de Cesson est un élément remarquable quand même. Parce que il y a plein de choses remarquables. Et c'est vrai que ça mériterait quand même, pour avoir marché un peu dans ces points-là ces temps derniers, les gens s'attendent. C'est interdit au public, monsieur le VOT. C'est bien, mais marcher dans le village autour, dans le quartier. Et franchement, les habitants, et puis il n'y a pas que les habitants d'ailleurs,
moi j'ai pas découvert, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort pour Saint-Brieuc. Et vous avez dit, mais on est parfaitement d'accord. Il faudra qu'on ait un projet un jour, il faut vraiment... Mais par contre, il ne faut pas se précipiter. D'accord. Voilà. Mais il faut peut-être que je vote. Bien, alors qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Elle est approuvée. Maintenant, nous faisons la délibération numéro 16, les anciennes parcelles municipales 58 rue Lafayette. J'étais impatiente, excusez-moi. Il s'agit des grands bonheurs du droit foncier ou immobilier public. C'est-à-dire qu'il s'agit de 2 parcelles qui ont été vendues pour le projet des Villes Dorées, qui est en cours actuellement. Mais ils ont été vendus en 1986, donc avant qu'une réglementation passe. Et donc, ces parcelles ont encore une affectation dite publique, donc il faut les déclasser pour régulariser les choses. Donc voilà, j'ai été très rapide. Mais... Merci Aline. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 17, le plan de financement des travaux de confortement du fameux mur de soutènement du théâtre Lièvre. Nous l'avons déjà abordé plusieurs fois. Nadia, c'est pour toi. Alors, on l'a abordé plusieurs fois parce que c'est un dossier qui date il y a quelques années. Les travaux étaient prévus à hauteur de 650 000 €. Ces travaux ont tardé. Or, avec les pluies qu'il y a eu en octobre, l'ouvrage s'est fortement dégradé. Ce qui nous amène aujourd'hui à un montant de 916 000 €, puisque on fait face à un ouvrage qui est clairement devenu dangereux pour le public. Donc le cheminement en haut, le chemin a été fermé depuis plusieurs années, mais maintenant le chemin en bas dans la vallée est également fermé. Clairement, le risque, c'est que le mur s'effondre sur des passants. Il y a une résidence pas loin, de la même façon, et on a le Godic en dessous. C'est aussi une intervention qui est dangereuse et très technique pour l'entreprise qui travaillera sur cet ouvrage. Et c'est également dangereux pour l'environnement, puisque nous avons une canalisation d'eau usée qui passe dans le Godic. Si le mur s'effondre, il y a un risque de rupture de cette canalisation, donc une pollution de la baie. Aujourd'hui, des travaux sont engagés en urgence par l'agglomération pour avoir un plan de secours, on va dire, au cas où il y aurait des dégâts sur cette canalisation. Donc, vous verrez, mi-juillet, les travaux seront terminés, il y aura une canalisation qui passera sur le chemin de Belle-Île, donc une canalisation externe, pour prévoir un plan de secours pour ne pas polluer la baie, au cas où. Donc voilà pour les travaux qui sont à mener. Donc il s'agit d'un confortement de la paroi du mur en lui-même, mais également de créer une paroi béton en limite du cours d'eau, pour éviter le grignotage du cours d'eau en cas de forte pluie. Voilà. Je rajoute simplement que la canalisation qui est au fond du Godic n'est pas une petite canalisation de 100 mm comme on a chez nous, puisqu'elle récolte les canalisations qui sont tout en amont de Saint-Brieuc, donc de plusieurs communes. On est sur un espace qui est très vaste, ce qui pose la question, et nous l'avons fait, du plan de gestion des eaux et d'évacuation des eaux au niveau de l'agglomération, parce que c'est en amont qu'il faut pouvoir traiter ce genre de choses. On parle de projets, encore une fois, à centaines, voire 1 million d'euros. Mais là, déjà, pour nous, c'est 900 000 €, donc quasiment 1 million, parce qu'il y a aussi ce risque terminal d'une gestion qui n'est pas optimale en amont. Donc il est temps que Saint-Brieuc retravaille en partenariat avec l'ensemble des communes qui sont concernées en leur disant attention, les investissements que vous ne faites pas sont les investissements qui, à un moment donné, retombent chez nous. Alors ce ne sont pas vraiment les communes, c'est l'agglomération qui va gérer ça pour elles. Donc le message a été entendu. J'ai rencontré, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, un directeur au chef de service qui vont faire le nécessaire, ont proposé au titre de l'agglomération un nouveau plan de gestion des effluents, comme ça que ça s'appelle,
qui devra être proposé dans le cadre de financement également du PPI, de façon qu'on puisse être aidé sur ce sujet. Je vois Didier, tu tapotes ton stylo, est-ce que tu veux prendre la parole? Je veux bien juste dire un dernier mot. Ça paraît être juste un simple mur, mais on voit les dangers autour de ce mur, et je voudrais quand même relever que c'est des travaux qui auraient pu être faits depuis des années pour moins cher. Merci. L'art des arbitrages en investissement, c'est un art difficile. Heureuse condition que ce terme moins cher, car on était à 650 000 et là on est à 916 488. Voilà. C'est-à-dire qu'on se prend quand même beaucoup d'argent, d'où la recherche de subventions. Et c'est aussi ce que dit la délibération, et c'est très important, d'aller chercher des déciles sur cette affaire-là, grande priorité. C'est tout à fait possible et faisable, participation de l'État sur ce dossier, dossier clé en termes de sécurité, et sécurité avec un S. Je vous rappelle qu'on avait évoqué cette question du mur du théâtre hier lors du budget primitif comme étant un des exemples de notre responsabilité de cité de vallée. Merci Didier. Je rajoute que ce sujet a été abordé avec Gérard Legal, qui est en charge de cette fonction, pour qu'il puisse intervenir plus rapidement. Je vais mettre au vote cette délibération si elle n'appelle pas de commentaires. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération numéro 18, Nadia. Travaux d'éclairage. Alors, ce sont des délibérations, on va dire, obligatoires. On avait déjà parlé des travaux sur le rond-point à Berry-Suisse. Donc, c'est la continuité. Il s'agit de l'éclairage public, quitte à refaire, à faire des travaux sur ce rond-point. Le passage, refaire l'éclairage public pour avoir un éclairage plus moderne nous paraissait tout à fait opportun, merci. Donc aujourd'hui, il nous faut dans le partenariat avec le SDE, il faut une délibération du conseil municipal pour tous les travaux que l'on leur commande. Donc il s'agit d'un montant de 160 000 euros, 184 pardon, 167 184 euros sur l'ensemble du chantier. Merci Nadia. Ces sujets ont été abordés de toute façon en commission permanente. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de remarques. Je propose de mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. La délibération est approuvée. Nous arrivons à la traditionnelle délibération sur le tableau des effectifs. Et c'est notre traditionnel rapporteur, Yannick Lecam. Merci très rapidement. Également, donc, trois propositions. La première concerne le service éducation France Loisirs. Il s'agit de permettre à un agent qui était adjoint technique, qui est devenu, je cherche, agent d'animation, excusez-moi, de lui permettre de rejoindre ce poste à 100%, donc, alors qu'il était sur 28 heures. Et donc il faut créer pour cela un 20e de TP. Concernant deux agents titulaires du grade d'adjoint technique à la gestion technique, qui ont obtenu le concours d'adjoint technique principal, et donc pour cela, pour leur permettre d'être nommés sur ces nouveaux grades, il faut donc créer ces deux postes d'adjoint technique principaux de deuxième classe. Enfin, à la direction générale des services. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du conseil municipal de novembre dernier, nous avions fait état de la nouvelle organisation des services et la personne qui avait comme mission les questions de l'égalité femmes-hommes est partie en retraite. Le poste avait été fermé, et donc aujourd'hui on vous propose donc
que cette mission soit assurée directement auprès de la Direction Générale des Services par une personne qui aurait donc cette mission, plus, parce que c'est pas, je le précise parce que c'est pas indiqué dans la note que vous avez reçue, plus une mission de pilotage et d'accompagnement des projets ou des démarches, enfin en clair, une mission d'ingénierie administrative. On a fait état tout à l'heure de la nécessité de suivre sur tous les dossiers les questions des subventions et qu'il faut pouvoir suivre et ne pas louper. Et donc, ce poste, s'il est créé, un poste de catégorie A, permettra justement ce suivi, je dirais, quasi quotidien de ces dossiers. Voilà. Merci, tu as bien fait de le préciser, parce que j'allais intervenir justement là-dessus, puisque c'était une volonté de notre équipe de pouvoir nommer un cadre supérieur jusqu'à aujourd'hui. C'est notre directrice générale des services qui est en charge de la fonction de l'égalité femmes-hommes. C'était une volonté de moi-même de mettre au plus haut niveau de notre hiérarchie cette mission-là, mais il faut reconnaître que concrètement, pour ensuite en faire l'exécution et la mise en œuvre, c'est pas toujours possible. Donc on sera rattaché directement à la DGS ce ou 7, nous verrons bien, chargé de mission, qui emportera la mission et la fonction. Voilà. Est-ce que ça appelle des remarques, monsieur le Méoté? Oui, je veux dire qu'à chaque conseil municipal, il y a une délibération sur le tableau des effectifs. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse tenir à jour le tableau des créations sur l'année, qu'on puisse voir, parce qu'en fait, on pourrait le reprendre à chaque fois et puis le refaire, mais je pense que c'est assez facile pour vous de le refaire. Je rappelle, moi j'ai rien contre les créations d'emplois, mais je rappelle qu'on est à 65% des dépenses les dépenses de personnel représentent 65% des dépenses de fonctionnement, et que la moyenne de la strate, puisqu'on se réfère parfois à la moyenne de la strate quand c'est intéressant, est à 59, donc on est à 6 points au-dessus. Donc je pense que il faut que nous soyons, en tout cas nous serons vigilants sur l'addition des créations de postes. Là aujourd'hui ça fait 1,2 plus une augmentation, etc. Il n'y a pas si longtemps on est passé de 40% à 60% du taux de promotion chez les cadres C, c'est quand même des efforts considérables. Alors je ne veux pas dire qu'on est dans la démagogie, monsieur Le Cam, mais je dirais qu'il faut quand même faire extrêmement attention à l'évolution de ce poste, même s'il avait un tout petit peu baissé au compte administratif 2020, ça n'est pas certain que, je veux dire, avec les différentes modifications et créations que vous proposez et propositions d'augmentation de grade, de proportion de promotions qui sont proposées, même si elles sont justifiées. Individuellement, les choses sont souvent justifiées. Monsieur le maire, ce que vous dites pour votre DGS, oui, sûrement. Mais avant de créer, il faut peut-être redéployer, regarder si les missions qui sont moins prioritaires, qui peuvent être, etc., pour essayer de faire des économies sur ce poste. D'autres collectivités qui ont des taux d'investissement plus importants, qui ont des résultats plus importants, plus intéressants sur ces critères-là, le font certainement. Donc il n'y a pas de raison qu'à Saint-Brieuc ne puisse pas le faire aussi. Je sens, Yannick, que tu veux intervenir. Oui, effectivement, parce que j'ai commencé par préciser que suite à un départ en retraite, il y avait un poste qui n'était pas pourvu. Et donc, nous avons déjà gagné, puisque nous sommes au mois de juin, c'était au mois de novembre, on va dire les choses comme ça, et donc on a déjà gagné, pas une année, mais deux tiers d'année sur un poste. Donc c'est pas 1,2 en l'occurrence, mais 0,2, puisque le poste il existait déjà. D'où l'intérêt d'avoir le tableau de suivi. Donc je peux vous dire que la comptabilisation elle est faite et que j'ai au-dessus de moi un mentor à qui je rendais compte assez régulièrement. C'est une plaisanterie, mais non. Au-delà du J'ai bien remarqué qu'il vous envoyait des messages sibyllins régulièrement. Nous faisons une gestion au jour le jour des moyens alloués au service public
avec le souci de rendre le service public, mais en même temps d'être dans la logique qui a été donnée tout à l'heure, c'est à savoir de permettre à la ville de prendre un nouveau départ financier en 2022. Et donc, on n'a pas ouvert la boîte de Pandore et on ne l'ouvrira pas. J'en discute, y compris assez vigoureusement, je vais dire les choses comme ça, avec les représentants des agents, parce que c'est des questions importantes. En tout cas, pour ma part, je note et j'apprécie que vous trouviez, sur vos propos, que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui était déjà des efforts considérables. Ça veut dire que notre gestion au plus près et au plus fine est considérable par rapport aux agents, et c'est vrai que nous essayons de faire, d'améliorer leur situation, leurs conditions de travail dans un contexte que vous l'avez dit est rigide et difficile, mais nous y efforçons. Bien, maintenant sur ces commentaires sur cette délibération, s'il n'y en a pas d'autres, je vous propose de la mettre à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention? Je vous remercie. Rien à voir. Nous passons à la vente aux enchères de véhicules réformés. Oui, il se trouve que la ville peut vendre aux enchères du matériel réformé. Mais elle ne peut pas décider l'aliénation de ce matériel réformé jusqu'à une valeur, enfin, si ça dépasse 4 600 €. La délibération consiste premièrement à l'autoriser à dépasser le seuil de 4 600 € et en l'occurrence de pouvoir le faire sur la vente de véhicules réformés dont vous avez la liste projetée. Donc le conseil municipal devra approuver la vente de véhicules et engins identifiés en annexe via la plateforme web enchère de la société BeWide et autoriser M. le maire à procéder à la vente des biens réformés au prix de la dernière enchère est susceptible de dépasser le seuil de 4 600 € par véhicule ou matériel. Voilà. Bon, c'est une procédure que toutes les collectivités font aujourd'hui. Il s'agit d'optimiser son matériel, d'optimiser ses moyens. Ce ne sont pas des recettes très importantes, mais plutôt qu'entasser des vieux véhicules et ne plus pouvoir les gérer, autant les recéder. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Non, je tiens à vous remercier. Je mets la délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Approuvé. Délibération numéro 21, groupement de commandes pour les panneaux de signalisation verticale. Didier. Oui, tout est dit dans ce que tu viens de dire. Il s'agit au fond de valider la création d'un groupement de commandes pour la fourniture et ou la pose de panneaux de signalisation verticale de police temporaire et directionnelle. Saint-Brieuc-Armor Agglomération s'est proposé pour assurer le rôle de coordinateur du groupement, dont vous avez ici la liste des communes, une quinzaine de communes. Vous voyez qu'il n'y a pas 32 communes de ce bar dans ce groupement de commandes. Alors, comme nous avons un peu d'avance par rapport au timing du match de foot, je vous propose de prendre 20 minutes de débat. Et le sujet est parfait, je trouve. Allez, plus sérieusement, s'il n'y a pas de remarques ou de commentaires, je vais mettre au voie cette délibération. Tu veux que je lise la Mais tu vas lire vite. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Délibération approuvée. Avant que vous partiez, vous savez qu'il y a la délégation des pouvoirs, vous en avez la liste ici, je devais vous la signaler. Donnez-moi encore 30 secondes, parce que vous ne le savez sans doute pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a Nicole. À propos de la délibération précédente, puisque nous avons Qui a été votée, n'est-ce pas? À quel service faut-il s'adresser si on est intéressé par l'achat d'un véhicule? Il faut aller sur Web Enchères. Il faut aller sur le site de vente aux enchères. Avant que vous partiez, je voulais, s'il vous plaît, je voulais vous donner une information qui était que notre DGA, François Le Foll, ici présent, ce n'est pas son anniversaire, mais va nous quitter puisqu'il va partir pour reprendre d'autres fonctions de directeur général de service d'une mairie et je crois aussi peut-être d'un EPCI. C'est bien ça, vous me rappelez où?
Hein, Aurillac. Ça va, il n'y a pas de concurrence en Bretagne, je ne l'aurais pas accepté. Je ne ferai pas de discours, mais vous faites partie des personnes qui m'ont rassuré quand je suis arrivé par votre professionnalisme, la qualité de votre travail, la qualité d'appréhension, de compréhension de tous les enjeux et les politiques publiques. C'était pas facile pour moi. J'ai apprécié aussi votre calme, pondération, la longueur de vos notes. Vous connaissez parfaitement ce service, mais vous connaissez encore mieux les hommes et les femmes qui y ont travaillé. Et ça, c'est toujours un signe, un indicateur d'une vraie qualité humaine. Vous êtes rempli de qualité. Je dois absolument dire que je suis désolé que vous partiez, j'aurais préféré vous garder. On ne vous paye pas assez. C'est comme ça. Merci François, merci pour ce moment que vous avez passé en tout cas avec nous. Et je vous souhaite, en tout cas au nom de, je pense, de l'ensemble du conseil municipal, bon vent. Et encore une fois.